Alors, j'ai écrit un texte qui est assez long et qui n'est pas stabilisé encore. Il y a plein de petites notes parce que je pense qu'il y aura des choses à retravailler, mais je vais vous le lire tel qu'il est. Il a un titre, ça s'appelle bibliothéquer. Le verbe seul est illustre, écrit Pierre Louis dans Poétique, qui est une sorte de manuel de création littéraire. Inspiré par cette remarque, j'ai donc intitulé mon texte Bibliothéquer. Pour l'écrire, j'ai puisé des renseignements dans des sources variées. C'est du reste l'objet de ce récit. Et plusieurs sources, notamment chez Apollodore, auteur de la Bibliothèque, une sorte de manuel antique de mythologie. La somme des destins individuels des héros de la mythologie antique ressemble à un réseau routier. C'est une composition de voies qui s'enchevêtrent. Elle mène parfois à des allées sans issue ou encore à des croisements avec d'autres routes. Si l'on veut poursuivre la métaphore, la bibliothèque est l'équivalent d'une carte routière. Dans l'Antiquité, cet ouvrage permettait aux lecteurs de s'orienter dans les vies compliquées des héros du passé. J'ai passé une journée de juillet 2022 à parcourir cet ouvrage dans la salle Fustel de Coulanges de la bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne, donc qu'on appelle la BIS. Les premiers temps, bibliothéquer consista en une errance. Je suis allée d'une étagère à une autre, mes yeux ont balayé tous les volumes innombrables de la mythologie du savoir. Tous ces livres racontent des récits. Ce sont les récits du savoir. Les clercs se sont transmis de génération en génération ces nombreux récits. D'abord oralement, puis par écrit. Parfois c'est un savoir étroit, local, modeste, matériel. Parfois c'est un savoir phosphorescent. L'essentiel de notre savoir sur la Grèce antique, puisque c'est ce qui m'intéresse, provient de l'archéologie. Donc savoir consiste aussi à fouiller dans la terre. Il arrive que vos vacances vous lancent sur la piste du savoir. Il aura suffi qu'en creusant une tranchée dans le sable d'une plage, vous tombiez sur un tesson d'amphore. Il aura suffi que dans une prairie, vous rencontriez une chèvre qui vous fixe de son regard doré. Il aura suffi qu'un été caniculaire, vous trouviez la fraîcheur dans une bibliothèque. Ce fut mon cas. Il m'a toujours été difficile de raconter mes vacances. Je ne sais jamais par quel bout les prendre. Raconter un voyage m'est difficile aussi, un peu moins tout de même. Un voyage, s'il m'est demandé d'en rendre compte, je m'efforce de suivre sa chronologie. Il en découle une narration. Dans la rue récemment, j'ai entendu une adulte demander à un enfant qui marchait à ses côtés « Alors, quel moment tu as préféré de tes vacances ?» Il est probable qu'ils n'avaient pas passé leurs vacances ensemble et que cette femme cherchait à faire raconter à l'enfant un moment heureux pour obtenir d'autres informations. Pour lancer le récit, elle a posé une question précise et ça n'a rien donné. Car l'enfant, un garçon blond avec une coupe au bol, a répondu « Quel moment ? Oh ben je sais pas, il y en a trop. » Alors, maintenant, c'est le verbe « interroger ». Mon texte est jalonné de verbes qui sont comme des tessons d'amphore, en fait. Interroger. Le feuilleton de Jean-Luc Godard. France, tour et détour, 2 enfants. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous l'ont vu. C'est une série de films commandés par la télévision française. En ce temps-là, au début des années 1980,
il existait une chaîne de télévision nommée Antenne 2. Et ça passait sur cette chaîne. Chaque épisode de ce feuilleton est constitué... le feuilleton passait... je te dirais, c'est pas très important, mais bon. Chaque épisode de ce feuilleton est constitué de questions posées par le cinéaste à un petit garçon et à une petite fille. J'avais à peu près le même âge qu'eux quand ça passait à la télévision sur Antenne 2. Les questions les surprennent. Le Dieu qui parle hors champ reçoit des réponses vagues, des soupirs, des « je ne sais pas ». Les enfants veulent se débarrasser des questions de l'adulte. Dans la mythologie, ce sont les humains qui interrogent les dieux pour connaître l'avenir et pour recevoir des instructions. Que dois-je faire? Que puis-je espérer? Et dans cette série documentaire, c'est l'inverse. Le dieu hors champ, le dénommé Godard, est celui qui interroge. Mais dans quel but? Non pas pour obtenir des réponses qui mettraient fin à une errance existentielle, pas du tout. Mais parce qu'il est curieux de la façon de penser de ces petits-là, de ces petits humains. Ou bien veut-il les amener à vivre avec des questions sans réponse plutôt qu'avec du savoir. Le verbe dater. Mes plus belles vacances, je les ai passées en Grèce. La première fois, c'était en 1983. L'année n'est pas très importante. Hormis les véhicules à moteur, rien sur les îles où j'ai circulé avec ma famille ne permet de dater ce séjour. J'avais presque 12 ans. Au collège, on avait étudié la mythologie grecque. Et chez moi, je la vivais grâce au livre de Homère, l'Odyssée. Je ne me souviens pas comment il est arrivé dans ma chambre. Ma chambre, sans doute, faisait partie du parcours d'Ulysse. Ce lieu où je dormais, où je jouais, où je lisais était inclus dans le groupe d'îles où accoste le vaisseau d'Ulysse. C'était mon cinéma, c'est-à-dire une tendance à l'amplification, à la fabulation. On dirait que les livres seraient nos navires, et ce volume-là, lisse, orné de quelques filets dorés, on dirait que ce serait le vaisseau d'Ulysse. Depuis lors, depuis que j'ai transposé l'Odyssée dans ma chambre d'écolière et sur la banquette arrière de la voiture familiale, j'ai le sentiment d'une union avec cette civilisation. Je sais tout sur la Grèce antique grâce à l'amour que je lui porte. Mais je ne l'ai pas vraiment étudiée. Je l'ai juste arpentée dans mon imagination, qui a la capacité de me faire connaître instantanément ce que je ne connais pas réellement. Ma subjectivité, c'est pour ça que je sens qu'elle n'est pas seulement personnelle, mais universelle. Bref, ça me dépasse. Le verbe transposer. Habituellement, donc je l'ai dit, l'été je vais en Grèce. Ce monde m'a prise, je me souviens, sur l'île de Tinos. Tout ce que j'y ai vu m'était à la fois connu et mystérieux. Bien qu'étrangère, j'étais intime avec ce pays. Sans doute parce qu'il avait trouvé sa transposition dans ma chambre, où m'étaient apparus les mythes, la mer, les roches, les arbres, la vaisselle, les gens, leurs nécessités quotidiennes et leur commerce avec les dieux, tout ça par l'intervention d'un poète. Le verbe correspondre. Petit à petit, on arrive vers le livre en question. Le verbe correspondre. Longtemps après, au printemps 2022, j'ai reçu par la poste un livre publié par les presses universitaires de Lyon. Il s'agissait de la correspondance de Marcel Drouin, Pierre Louys et Paul Valéry. Si Paul Valéry et Pierre Louys sont des noms fameux, Marcel Drouin est celui d'un homme totalement inconnu. L'intérêt principal de cette correspondance à 3 voix est justement de nous le faire découvrir. Son parcours intellectuel et sa personnalité en font un interlocuteur important pour les 2 écrivains Louis et Valéry. J'ai jamais su si on dit Pierre Louis ou Pierre Louis. Bon,
Pierre-Louis, d'accord. Ils se sont tous les trois connus au lycée Janson de Sailly, précisément. Des trois, seul Marcel Drouin a fait des études. C'était son souhait, tandis que Pierre-Louis voulait, dès le lycée, devenir écrivain, et Paul Valéry, non pas devenir écrivain, mais écrire. Marcel Drouin, lui, est devenu professeur de lycée. Toute sa vie, il a enseigné la philosophie à des adolescents plus ou moins intéressés par cette matière. Si je parle de Marcel Drouin ici, c'est parce que, à travers ses lettres, je l'ai apprécié et son exclusion des célébrités littéraires me semble une injustice. Certes, il n'a pas écrit, ou très peu. À la bibliothèque de la Sorbonne, dans le catalogue numérique, j'ai entré son nom. Peu de références m'ont été fournies. Une seule en vérité. Un article sur Goethe dans une revue écrit en tant que professeur. Le temps l'a enterré. Le verbe enseigner. L'érudition et l'intelligence de Marcel Drouin étaient à tel point extraordinaires qu'André Gide, lui-même, remarque dans son journal qu'il n'a jamais rencontré un être plus intelligent. Il dit qu'il est même plus intelligent que Paul Valéry. Ses amis Louis et Valéry ont beaucoup insisté pour que lui aussi écrive comme un écrivain. Mais il ne s'en sentait pas capable. Marcel Drouin voulait enseigner. Les autres le moquaient pour son manque d'ambition. Et sans doute, Marcel Drouin soupirait et s'excusait et se sentait bête. Mais ils ont fini par l'accepter tel qu'il était. En même temps, ils ont pu tirer profit de la modestie de leur ami qu'ils ont mis au travail pour leurs propres œuvres, sans que l'intellectuel anonyme réclame la moindre reconnaissance. Aujourd'hui, on inclut volontiers une page de remerciements dans les romans, comme dans les ouvrages scientifiques, mais je crois que c'est une coutume récente. Alors Marcel Drouin fut sollicité par Paul Valéry pour développer des questions philosophiques. Il fut sollicité par Pierre-Louis pour des besoins archéologiques. Et c'est là que ça devient intéressant pour nous. Pierre-Louis a entrepris d'écrire les chants de Bilitis, qu'il fera passer pour des poèmes écrits par une bergère, qui s'appelle Bilitis. Ces poèmes auraient été trouvés et traduits du grec par Pierre-Louis lui-même. En réalité, ce sont des textes qu'il a entièrement conçus. C'est très beau, et pour cause. Pierre-Louis est passionné par la forme. Le contenu, en revanche, ne l'intéresse pas. Pas du tout. Il a donc chargé Marcel Drouin des recherches documentaires qui nourriraient ses chants de Bilitis. La tâche de Marcel Drouin consista principalement à informer Pierre-Louis sur les femmes à l'époque archaïque, leur façon de se vêtir, d'aimer, de se déplacer, notamment dans le monde rural grec antique. Pour avoir l'air authentique, les faux chants devaient refléter la société de leur temps. Pierre-Louis commandait les matériaux à Marcel Drouin, qui partait en quête des marbres, où le poète sculpterait sa magnifique ode aux lesbiennes. Le verbe consulter. Je regarde l'heure, voilà. Le verbe consulter. Je vais couper là, parce que sinon ce sera trop long. L'été 1894, Pierre-Louis écrit à son camarade « Mon cher Drouin, une petite consultation, 2 points. Les grandes fêtes grecques se célébraient-elles seulement dans les grandes villes ou aussi dans chaque foyer, même dans une maison isolée à la campagne ?» Et il continue comme ça, lui pose des questions et Marcel Drouin fait les recherches. Sollicité par son ami poète et faussaire, Marcel Drouin parcourt des ouvrages. Les livres écrits par les historiens de l'Antiquité, les livres
Non, mais j'ai pas fini ma phrase. Ce que je voulais dire, c'est que les livres qu'il consulte, ce sont les livres qui sont écrits par les historiens de l'Antiquité et des archéologues, des livres qui sont alors disponibles à la bibliothèque de l'École normale supérieure où il est élève. Marcel Drouin est l'ancêtre de Wikipédia. Il sait faire des recherches, il a une bonne mémoire, un disque dur surpuissant, son cerveau relève de la technologie de pointe. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. La bibliothèque fermera ses portes dans 30 minutes. Si vous souhaitez mettre des documents de côté, merci de vous diriger maintenant vers la banque de communication. Les mises de côté ne seront plus enregistrées un quart d'heure avant la fermeture. Ok. Alors, on fonce alors. Le verbe trouver. Il faut quand même que je vous dise comment on a présenté les chants de Bilitis. Voilà, le tombeau de Bilitis a été trouvé par un certain monsieur Haim à Palaeolimisso, sur les bords d'une route antique, non loin des ruines d'Amathonte. Pierre-Louis adopte une précision d'archéologue pour faire croire que ses poèmes sont de l'art brut. On se demande comment la jeune bergère des montagnes a appris à scander ses vers selon les rythmes difficiles de la tradition éolienne. Parce que c'est pas rien, Pierre-Louis. Mais après tout, l'Aède, l'artiste, dans l'Antiquité grecque, ne reçoit pas d'enseignement. Il recueille le souffle des dieux. Un Aède qui prend des cours pour mieux jouer de la flûte ou pour écrire de meilleurs vers, c'est la honte assurée. Tu dois te débrouiller, sinon tu es un faux artiste. C'était comme ça dans l'Antiquité. Mais comment se peut-il que la gardienne de troupeau écrive de si belles chansons ? C'est une question qui a été posée à Pierre-Louis. Il est vraisemblable, dira Louis le faussaire, que Bilitis les a écrites dans sa vieillesse. Oui, il est possible qu'elle ait eu à cœur de chanter pour elle-même les souvenirs de sa lointaine enfance. Il est très probable, argumente Louise, que les chansons de Pamphylie n'ont pas été écrites à l'époque où elles ont été vécues. Bon, ça passe. Et quelques hellénistes ne sont pas surpris de la trouvaille de Louis. Ils disent qu'ils connaissaient ces chants. Et ils se mettent à critiquer Louis, ils disent qu'il les a très mal traduits, que son boulot n'est ni fait ni à faire. Voilà comment on a mis la main sur ce trésor en toc, non loin des ruines d'Amathonte, dit-il, qui, comme par hasard, ont disparu. Un tombeau a été retrouvé. Monsieur Haim y a pénétré par un puits étroit, comblé de terre. Au fond du puits, il a rencontré une porte murée qu'il a fallu démolir. Et derrière cette porte, il a découvert un caveau spacieux et bas. Les 4 murs du caveau étaient recouverts de plaques d'amphibolite noire. C'est une roche qui est très granuleuse et friable. Donc les 4 murs du caveau étaient recouverts de plaques d'amphibolite noire et sur ces plaques étaient gravées en capitales primitives toutes les chansons dites de Bilitis qui sont en réalité écrites par l'écrivain Pierre-Louis qui était très célèbre en son temps. Le verbe garder. Quand je suis venue à la Sorbonne au début de l'été 2022, j'ai dû répondre au quiz des gardes facétieux qui m'ont laissé le choix entre une question d'histoire ou de géographie. J'ai choisi géographie. Et j'ai bien fait. Mon autorisation à entrer dans le temple du savoir était conditionnée par ma réussite au quiz. J'ai su répondre. La question était « Quel est le plus grand lac de Russie ?» C'est le lac Baïkal. Je ne l'ai jamais vu, mais je parviens à le visualiser grâce aux planisphères, aux chansons, aux publicités, aux films, aux récits. Un peu comme la Grèce antique. Ma connaissance de l'espace russe, pourtant, je l'ai étudiée à l'université, mais elle est moins profonde que le monde grec. Il y a moins d'amour, je pense. C'est pour ça, moins d'érotisme. La Grèce m'a mordu la cuisse, l'Antiquité me souffle dans les clavicules,
Et dans ce monde-ci, un air chaud comme un souffle humain caresse mes yeux et mes joues. Parmi les livres consultés par Marcel Drouin pour apporter à Pierre-Louis le contenu des poèmes qu'il veut fabriquer, il y a celui de Georges Friedrich Schumann. C'est un grand spécialiste de la Grèce antique. Il a vécu de 1793 à 1879. Les Antiquités grecques a été publié en 1871 en Allemagne. Il est constitué de 2 volumes. Marcel Drouin les aura lus, j'en suis sûre. Il les aura lus avec un but. Le mot lire, le verbe lire. Je fais un détour. Dans Narcisse et Goldmund, le chef-d'œuvre de Hermann Hesse, on est témoin d'une discussion entre le jeune enseignant Narcisse et le vagabond artiste Goldmund. C'est une discussion sur le métier de professeur auquel Narcisse se voue, tout comme Marcel Drouin. Goldmund ne comprend pas le choix de vie de Narcisse, un peu comme Paul Valéry et Pierre-Louis vis-à-vis de Marcel Drouin. C'est pour ça que je fais ce détour. Dans quelques années, lui dit-il, tu seras professeur en titre, tu amélioreras l'enseignement, tu agrandiras la bibliothèque, peut-être écriras-tu toi-même des livres. Et Narcisse lui dit non, qu'il n'écrira pas de livres. Alors quel sera ton but demande Goldmund. Peu importe, dit Narcisse. Ce que veut Narcisse, en fait, c'est être à l'endroit où il peut le mieux servir. Sa nature, ses dons, trouvent leur meilleur terrain à la bibliothèque et dans la salle de classe pour servir l'esprit. Comme Marcel Drouin, qui plutôt qu'écrire des livres, va passer sa vie à en lire. Lire des livres sera son champ d'action et son auditoire sera constitué d'adolescents plus ou moins captifs. Qu'est-ce que servir l'esprit, peut-on se demander? C'est aider l'autre à trouver sa voie. Cette conception de l'enseignement est peut-être celle de Marcel Drouin. Dans sa correspondance avec ses amis Louis et Valéry, devenus l'un écrivain sulfureux et l'autre écrivain de l'Académie française, on entend et la modestie et l'intelligence de cet homme totalement inconnu. Ces qualités sont mises au service d'un but, a priori moins prestigieux socialement que celui de ses camarades, celui de comprendre, d'aider à s'épanouir et à aller de l'avant, tout être de valeur plein de force et d'originalité. Il enseigne donc et il aide tout le monde grâce à ses lectures, grâce à son esprit pénétrant. Le verbe débarquer. Jour 1. Arrivé à 11h58. J'ai attendu l'ouverture de la bibliothèque pendant 2 minutes. Devant la porte d'entrée, je regarde le sol et mes pieds. Je porte des Converse bleues. À 12h, je passe le tourniquet. Je ne suis pas la première. L'étudiant qui me précède dans l'escalier porte des Converse bleues, lui aussi. J'éprouve un sentiment de conformité. Cela me rassure. Je crains pourtant d'être démasquée, n'étant ni étudiante, ni enseignante, ni chercheur. Ai-je ma place à la bibliothèque de la Sorbonne? En haut de l'escalier, je voudrais commencer mes recherches. Je ne sais pas utiliser l'outil de recherche. Je lis les présentations de l'outil. Je m'aperçois que la présentation de l'outil a été rédigée par quelqu'un qui connaît certes l'outil, mais n'a aucune connaissance des difficultés des novices ou des étrangers. Le rédacteur de la notice s'adresse à ses pairs, ce qui rend son ouvrage abscon et nul sa fonction pédagogique. Je me sens étrangère, excusez-moi, il fallait que je le dise. C'est pour les autres que je dis. Je me sens étrangère, je ne converse avec personne, je marche dans la salle Jacqueline de Romilly en longeant les murs. Je lis les titres des ouvrages, beaucoup d'entre eux m'intéressent, mais pour le moment, je ne m'autorise qu'un livre par visite. Le verbe errer.
Dans le logiciel de recherche, j'ai entré le nom d'un livre. Au hasard, j'ai mis Les chansons de Billy Tiss, de Pierre Louis. Donc j'ai inscrit ce titre dans le logiciel et une quantité de références est apparue, touchant des domaines très variés. La variété est une caractéristique appréciable. Aujourd'hui, on dit plutôt diversité. Je vais faire un tour dans toutes sortes de livres en lien avec les chansons de Billy Tiss. Et parfois, ça n'a vraiment aucun rapport. Puis, je lirai les chansons dans la plus vieille édition disponible. La toute jeune bibliothécaire de la salle m'a aidé à effectuer ma recherche du livre. Il n'était pas sur place. Plusieurs jours avant qu'il soit acheminé jusqu'ici en camionnette. J'ai constaté sur l'étagère qui conserve les Pléiades que Pierre Louis n'y est pas. Après, j'ai regardé dans le dictionnaire des grandes œuvres de la littérature française de Henri Mitterrand, il n'y est pas non plus. Et pourtant, il est une grande célébrité en son temps. Alors, qu'est-ce que j'ai fait après? Ok, alors un peu plus tard dans l'après-midi, je suis retournée sur l'outil. J'ai cherché d'autres livres. J'en ai réservé 3. Ce sont des ouvrages dont il est possible de croire qu'ils ont été lus par Marcel Drouin. Et on m'a prévenu de leur mise à disposition. Le verbe commencer. Alors, le livre Les Antiquités grecques de Georges Friedrich Schumann est arrivé. On m'a écrit pour me prévenir. J'ai donc eu entre les mains ce très vieil. Ce sont 2 tomes très épais, reliés en cuir. Et je suis venue tous les jours lire ces 2 livres. Sur une des pages de garde figure cette mention, don de l'école normale supérieure. Alors là, il est presque sûr que Marcel Drouin l'a consulté, parce que les dates concordent. Et voilà, quand Louis lui a adressé la lettre où il lui demandait les lettres où il lui demandait de l'aide pour les chants de Billy Tiss, Drouin était élève à l'école normale supérieure. Donc, quand j'ai vu le tampon don de l'école normale supérieure, je me suis dit, bon, c'est sûr, il l'a lu. L'avertissement au début de l'ouvrage nous confesse que Schumann a souvent oublié d'indiquer les travaux relatifs à l'archéologie grecque sur lesquels il s'appuie. L'édition française corrige le défaut de l'édition originale. Il ne s'agit donc pas seulement d'une traduction d'un ouvrage publié d'une traduction française en 1888 d'un ouvrage publié en Allemagne en 1871, c'est une édition améliorée. Cependant, l'éditeur français reconnaît que son propre travail n'est pas optimal. L'organisation des renseignements bibliographiques n'est pas bien faite, reconnaît-il. Il demande pardon aux lecteurs de la peine qu'ils devront se donner pour circuler dans ce gros livre, pour aller d'un index à l'autre. Je tourne les pages, mes yeux glissent sur les pages, je remarque un signe. J'avance. Je remarque un autre signe. Je retourne sur mes pas pour observer le premier signe. L'auteur, dans cette section du livre, parle des relations internationales dans le monde grec. Les populations y étaient diverses et se donnaient le nom d'Hélène. Par ce nom générique, elles montraient qu'elles avaient conscience d'une nationalité commune par-delà leur variété, et cette conscience d'une nationalité commune les distinguait des races barbares. Ils s'unifiaient par la langue commune, par la religion et par les formes du culte, mais aussi par la ressemblance de leurs mœurs. Entre ces populations, il y avait pourtant plus de différences que de points de contact. Face aux races barbares, ils affichaient une concordance, des convictions, tous tendaient vers la liberté civique et le self-government. Il n'y avait pas d'État, pas encore. Le verbe déduire.
Tout ce développement sur la cohésion sociale, sur l'autogestion, est distingué par un petit trait dans la marge droite. Je vais de marque en marque. Je relève les marques comme des traces de pas. Cela me permettra peut-être de déduire l'objet d'étude du lecteur ou de la lectrice qui a fait ces traits. Plutôt que lire l'ouvrage in extenso, j'épouserai la lecture d'un autre et peut-être parviendrai-je à déduire son objet d'étude, la question qui guide sa lecture. Pour le moment, je ne vois pas le rapport avec la bergère écrivaine. Cela dit, il m'est arrivé une fois de me documenter pour écrire un livre et je n'ai quasiment rien tiré de mes recherches, sinon une vision globale sur laquelle se fonde mon livre. Il s'agissait d'un livre qui s'appelait « Une chose sérieuse ». Mais effectivement, je fais jamais de recherche. Faut que je passe vite parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. La quantité de livres... Si, ça va ? Ok. La quantité de livres disponibles dans cette bibliothèque m'éblouit. Et les premiers jours, j'avoue que je me prélasse. Je fais du tourisme. Comme je ne suis pas une chercheuse, je ne peux que contempler les volumes des 2 salles où je séjourne en alternance. La salle Jacqueline de Romilly, déjà mentionnée, et la salle Fustel de Coulanges. L'une est comparable à une grande plage privée où les lampes m'évoquent des parasols. L'autre a quelque chose d'une crique. Elle est d'ailleurs plus peuplée. L'après-midi où j'étais occupée à lire la bibliothèque d'Apollodore, j'ai côtoyé un helléniste en short et débardeur. C'était un octogénaire savant, tout brillant de sueur et de larmes, athlète de la philologie. Je me suis inspirée de ses gestes pour bibliothéquer moi-même. Ainsi, j'ouvrais des volumes en accès libre et je m'y plongeais. Cela consistait à longer le rivage dans un premier temps, en suivant l'argument exposé dans les préfaces, puis je prenais le large, et mon avancée dans le livre en a retenu quelques bribes. Le verbe domestiquer. Je suis à la trace, un lecteur qui pourrait être Marcel Drouin. Je lis ce qu'il lit, ce qui a retenu son attention. Ma lecture, en réalité, consiste à lire ce qu'un autre a lu. L'immensité de ce qu'il y a à lire dans ce lieu du savoir, face à notre temps limité, donne lieu à une juste pratique de la lecture. Donc, en passant beaucoup de temps à ne pas lire, en fait, je lis mieux ce que je ne lis pas. Il y a une quantité d'ouvrages. Ils sont listés dans les index des antiquités grecques de Schumann et dans chacun des volumes qui passent entre mes mains. Mais aussi, toutes ces références défilent tel un générique sur l'écran où j'ai essayé d'effectuer quelques recherches en vue d'épauler Marcel Drouin, réquisitionné par Pierre-Louis pour constituer le contenu des chants de Bilitis. Le catalogue m'apparaît comme une tentative de domestication d'un savoir infini et indomptable. C'est en suivant les traces laissées par un lecteur inconnu que j'ai donc arpenté cette espèce de forêt. J'ai pratiqué une lecture indirecte, une lecture qui repose sur une autre lecture qui serait celle, parions-le, de Marcel Drouin. Même si j'ai du mal à croire qu'il écrivait dans les livres, mais bon. La quantité de références bibliographiques répertoriées dans les 2 volumes des antiquités grecques nous met sur la voie d'ouvrages à consulter pour approfondir le sujet, mais aussi, elles font surtout état d'une quantité d'ouvrages lus par l'auteur qui en a tiré son livre. Son savoir procède du savoir des autres. Le savoir, c'est peut-être un peu toujours ça.
L'index bibliographique est annoté de traits. Ils sont nombreux. Il y aurait à établir une longue liste des livres consultés par le lecteur inconnu. Je dis le lecteur inconnu parce qu'il me semble évident que la personne qui a laissé ces traces, c'est un homme. Les traces sont très anciennes, je pense que ça remonte au 19e siècle et j'imagine pas une femme du 19e siècle griffonnée dans un livre de la bibliothèque. Mais pourquoi pas, parce que aussi parfois il y a des commentaires. Alors, ah oui, voilà. Antiquité grecque de Schumann, ça commence par une note d'intention adressée par l'auteur à Monsieur le conseiller Aulique Baum. Je ne sais pas ce que c'est que le conseiller Aulique, je n'ai pas fait de recherche. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est ce que l'auteur Schumann écrit à Monsieur le conseiller Aulique. Je t'envoie, cher et respectable ami, le livre que je t'ai annoncé il y a quelque temps et te demande de bien l'accueillir. Il fait partie d'une série de manuels à l'aide desquels on se propose de faire pénétrer dans un public plus nombreux la vive intelligence de l'Antiquité classique. Il est donc destiné à des lecteurs d'un esprit cultivé qui, sans fouiller eux-mêmes le champ de l'archéologie, sentent le besoin de se familiariser avec l'esprit et les institutions des anciens peuples. C'est exactement le genre d'ouvrage nécessaire à Marcel Drouin pour fournir à Pierre Louys les informations demandées. Grâce à ce savoir, il aura pu composer les chants de Bilitis. La jeune bergère a gravé sur la roche ses poèmes autobiographiques. À ma façon, je procède jour après jour comme une archéologue. Par exemple, dans le livre en question, je m'attarde sur un mot manquant. Il est mutilé. Il n'en reste que les 2 dernières lettres, car à cet endroit, le papier est usé. En lisant le paragraphe où s'insère ce mot tronqué, j'arrive à le reconstituer. C'est le mot notation qui est en train de disparaître. L'auteur explique qu'il n'a accordé aux notations qu'une place très restreinte, ne mentionnant parmi les dissertations des philologues que celles qui peuvent être dans toutes les mains, et n'extrayant des auteurs anciens que les textes décisifs, sans viser à donner un ensemble complet. J'ai fait de même en lisant partiellement. Tout à coup, je m'aperçois que l'auteur me tutoie. C'est très agréable. Je sens son amitié, mais je n'oserais pas le tutoyer, moi. Il parle de son livre. Il me dit, en l'écrivant, j'ai eu souvent présente à l'esprit ton image, et me suis rappelé le goût que tu as conservé toujours pour l'Antiquité, bien qu'adonné à des activités qui n'ont avec elle que très peu de rapport. Puisse donc ce livre donner satisfaction à toi et à ceux qui te ressemblent. Bon, comme je l'ai dit, habituellement en été, je suis en Grèce. Je me baigne habituellement à cette heure-ci. Mais cet été caniculaire 2022, loin de la mer Égée, je potasse un vieux volume où on me parle des îles grecques et des Hellènes. Dans la salle Jacqueline de Romilly, on entend le cliquetis des claviers, quelques toux sèches se répondant. Ces bruits ne rompent pas le silence, au contraire, ils l'amplifient. J'ai dans mon sac des lunettes de plongée achetées dans le quartier à la boutique du vieux campeur. J'ai repris le livre de Schumann qui est interdit au prêt, si bien qu'il faut venir à lui, comme un paysage, une personne immobilisée, une fresque murale, un bâtiment. Le livre en question est sédentaire. Je l'ouvre chaque jour avec délicatesse et j'y retrouve quelqu'un qui m'expose un monde. Le verbe sanctuariser. Ça va ?
Pas trop... Non. Le verbe sanctuariser. Dans ce monde qui m'est exposé dans le livre, un sentiment naturel porte les humains à protéger les objets qui ont le plus droit à leur vénération, à les protéger contre les regards et le contact de la foule. Nous faisons de même en enfermant les livres. Nous leur rendons visite comme les peuples anciens rendaient visite à la divinité. Les peuples anciens ont besoin de s'approcher le plus souvent de la divinité. En même temps, les choses divines, ils les tiennent à distance. Ils les tiennent à distance en les plaçant dans des sanctuaires. Il y a des cultes publics qui sont à la portée de tous, mais il y a aussi d'autres sanctuaires dont l'accès est interdit ou sélectif. Un matin, un attroupement gênait l'entrée principale de la Sorbonne. Les gardes étaient serrés, ils barraient le passage. Un supérieur les dirigeait. La bande qui leur faisait face avait des revendications, notamment celle de voir le recteur. Vous étiez là ? Ah non. Bon, ça chauffait ce jour-là. Pour passer dans l'interstice de la grande porte, j'ai dû montrer ma carte de bibliothèque et mon passeport. Le garde en chef m'a dit « Excusez-nous, c'est sanctuarisé ». Les dispositifs de sécurité désormais en place ici comme ailleurs, partout, sont-ils la façon dont les modernes créent des sanctuaires, des lieux séparés de la vie courante où l'on pénètre tout de même avec son téléphone, sa messagerie, son flot de pensées et d'images? Quelle influence le livre en question exerce-t-il sur notre quotidien? Ailleurs, dans le café Le Sorbon et dans les moments adjacents, j'ai traqué les manifestations des antiquités grecques. Mais je ne vais pas détailler là. Je ferai ça après. Le verbe réinventer. Étudier l'histoire antique, me dis-je, pourrait être un moyen pour tout reprendre à zéro, pour reconstituer nos ressources, pour réinventer nos vies matérielles. Se déplacer à cheval, élever, selon la nature du sol, des brebis, des chèvres, des porcs. On posséderait des troupeaux de juments comme avant. 3000 juments paissaient dans les pâturages d'Érictonios qui régnaient sur la Dardanie. En lisant ces descriptions, me reviennent des souvenirs. Ai-je vécu ce temps réellement, ou bien ces informations données par Schumann ravivent-elles des images provenant de mes lectures et de mes étés grecs? Télémaque a refusé les chevaux que lui offrait Ménélas, parce qu'Ithaque n'est pas un pays propice à ces animaux. Est-ce la vraie raison de son refus? Les ânes, les mules sont considérés comme particulièrement propres au labour, tandis que les oies sont des animaux de compagnie. Il est rarement question de volailles chez Homère. On engraissait des oies à la cour de Ménélas et à la cour d'Ulysse, mais dans Ithaque, c'était plutôt, à ce qu'il paraît, pour l'agrément que comme une ressource pour les besoins de la vie. C'était un peu comme des chats. Les gens aimaient regarder les oies, et c'est à l'inverse des chevaux qui, eux, étaient des serviteurs. Toute cette partie du livre de Schumann est une réserve de données pour Marcel Drouin. Il les aura sans doute transmises à Louise, qui en aura fait des poèmes où s'entrelacent la vie agricole et la vie érotique autour de la personne de Bilitis. La veine formaliste du poète double la rusticité des existences d'un raffinement doré. Il y avait beaucoup de petites marques dans toutes ces parties du livre où il était question de la vie, la vie rurale, des animaux, de l'agriculture, etc.
Louis a dû recevoir de son serviteur les détails de l'activité rurale où évolue la fictive Bilitis. Et il a noté que, en fait, de céréales sont cités le froment, l'orge, l'épeautre, et que l'épeautre servait de fourrage. Et on laboure avec des bœufs et des mules. Il a aussi souligné que la charrue était constituée de plusieurs pièces, comme des pièces. La description de la charrue est constituée, donc la montre constituée de plusieurs pièces, semblables à l'outil que décrit Hésiode dans Les œuvres et jours. Les œuvres et jours, c'est aussi le titre d'un film splendide qui est sorti récemment au cinéma, peut-être qu'il est encore visible, de Anders Edström. C'est un film qui observe la vie d'une famille d'agriculteurs au Japon. La moisson se fait à l'aide de faucilles. Les gerbes transportées sur une aire ouverte de toutes parts sont foulées par des bœufs. On vanne le grain avec des pelles. Puis des femmes esclaves le broient, orge ou froment, en faisant tourner des meules. Je vais passer toutes ces notes, mais toutes ces notes ont été très utiles, je pense, pour la description de la vie agricole et de la vie quotidienne de la bergère écrivaine, mais aussi, comme je disais tout à l'heure, si on relevait, si on se plongeait dans la description de la vie à l'époque antique, on pourrait vraiment s'en sortir en cas d'une énorme catastrophe. Parce qu'il y a beaucoup de très bons conseils pour la vie quotidienne. Ah oui. Voilà, ces différentes notations proviennent principalement des poètes. Ils ont précisé ces caractéristiques incertaines, flottantes et mal assorties. C'est en effet une nécessité pour eux de présenter des formes arrêtées, concrètes pour ainsi dire. Pierre-Louis, avec la même volonté, s'emploie à donner forme aux matériaux que lui a fournis Drouin. Le vin était conservé dans de grandes cruches de terre, on le transportait dans des amphores ou dans des outres de peau de chèvre. Ceci était souligné dans le livre. Le verbe érotiser. Une des chansons de Bilitis relate un viol. Elle a pour titre pudique « Le sommeil interrompu ». La documentation ne lui a sans doute pas été nécessaire pour raconter ce viol. Il s'agit d'une scène sexuelle encore d'actualité qui prend place dans la nuit éternelle. Les protagonistes sont nus et dépouillés des accessoires de leur temps. Sinon, on voit aussi des objets, la quenouille notamment. On voit des offrandes, une poupée. Dans la vie de Bilitis, il fait très chaud. Les journées sont accablantes comme en juillet 2022. C'est pour cela que Bilitis est seulement vêtu d'une exomis succincte et moi d'une robe sans manches. On voit les seins de Bilitis. Lycas voit ses seins à découvert tandis qu'elle se penche. Elle se penche au-dessus de ses animaux. Cette vision lui donne l'idée, à Lycas, de mouler son sein droit. Pour cela, il a pris de l'argile fine qu'il a mélangée avec de l'eau fraîche. C'était froid sur la peau, Bilitis a cru défaillir. De son sein moulé, il a fait une coupe arrondie. Il l'a fait sécher au soleil, puis il l'a peinte avec du pourpre et de l'or. Ensuite, ils sont allés à la fontaine, qui est consacrée aux nymphes, et ils ont jeté la coupe dans le courant avec des tiges de giroflée. Voilà la vie de Bilitis, gardienne d'un troupeau de chèvres, devenue écrivaine sur le tard. Bilitis a pas mal d'histoires d'amour. Sa relation sexuelle avec une femme est mise en poème. Une poupée d'or entre elles deux.
Pour rendre hommage à ces longues étreintes amoureuses, la poupée de cire est promise à Aphrodite. Les dieux étaient pris à témoin du lit conjugal et des activités érotiques. Ça aussi, le lecteur inconnu l'avait souligné dans le livre de Schumann. Après la rupture amoureuse, l'amante va d'amour en amour sans trouver l'oubli ni la paix. Une vieille femme vient à sa rencontre pour la consoler. Elle lui propose une jeune esclave née à Sardes. Elle n'a pas sa pareille au monde, car elle est à la fois homme et femme, bien que sa poitrine et ses longs cheveux et sa voix claire fassent illusion. À cette fluidité du monde antique fait écho la jeunesse contemporaine. La cour de la Sorbonne s'est remplie ces derniers jours de septembre. Le jour où je fais mes adieux aux antiquités antiques de Schumann et à son arpenteur tellement inconnu que j'ai pu lui prêter l'identité de Marcel Drouin, ce dernier jour de vacances à la bibliothèque, je me faufile dans une foule juvénile constituée de femmes, d'hommes et d'androgynes. Et pour finir, le verbe profaner. Le bois de la table Jacqueline de Romilly est strié. Marqué de petits traits sombres, parfois courts, parfois longs, on dirait des vagues. J'ai passé l'été sur cette mer, une sorte de mer, une mer de surface. L'état liquide, l'insaisissable, je l'associe au livre, au passage d'un mot à l'autre, d'une phrase à l'autre, aussi fluide que le temps dont on veut retenir les joyaux. Et dans un livre, qu'essaie-t-on de pécher? À quelle fin? Est-ce que l'on sait pourquoi l'on retient, annote, recopie certains passages, certaines phrases, certaines chutes de phrases? J'ai envisagé d'y laisser moi aussi une trace dans le livre olympien. Alors que je pointais mon crayon bois sur un paragraphe consacré à l'influence des aèdes sur la constitution d'un certain savoir, mon téléphone a vibré. On m'annonçait la mort de Godard. J'ai renoncé à mon sacrilège. En écrivant ce compte-rendu, j'en ai fait le deuil. Voilà. Vous savez tout.